Sans Mipgis, le journal d'Anne Frank aurait peut-être disparu à jamais. Mais avant de sauver ces pages qui allaient bouleverser le monde entier, elle avait déjà risqué sa propre vie pour aider des Juifs à échapper à la persécution nazie. Dans l'ombre, avec courage et discrétion, cette femme ordinaire a accompli des actes extraordinaires. Son nom est Mipgis, et son histoire mérite d'être racontée. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour l'histoire de Mipgis. Alors, pour cette histoire, je me suis basée sur 2 livres. Premièrement, évidemment, le très connu Journal d'Anne Frank, que j'ai lu avec passion parce qu'il est vraiment incroyable. Elle avait une écriture de ouf. Et ensuite, je me suis basée sur les mémoires de Mip. Et donc, elle a écrit un livre elle s'appelait Anne Frank, qui relate vraiment la vie, sa vie à elle d'abord, et puis la vie des personnes qu'elle cachait, dont Anne Frank et sa famille. Voilà, c'est parti. Alors il faut savoir que dans le journal d'Anne et aussi dans les mémoires de Mipgis, en fait les noms des personnes qui étaient cachées et les noms des personnes qui ont aidé ont été modifiés pour préserver leur vie privée. Parce qu'elle savait qu'elles allaient être éditées et du coup elle voulait sauvegarder la vie privée de ces gens-là. Maintenant évidemment le temps qui a passé etc, on peut donner leur nom. Et donc voici le vrai nom des personnes qui sont impliquées dans le livre. Alors pour Monsieur Van Daan, en fait il s'appelait pas du tout comme ça, il s'appelait Herman Van Pels. Sa femme qui s'appelait je crois Petronella dans les livres, s'appelait en réalité Auguste Van Pels. Et Peter, Peter lui il s'appelait bien Peter, mais du coup Van Pels. Alors pour Victor Kraler, c'était Victor Kugler. Pour Monsieur Copeus, son nom était en fait Johannes Kleiman. Albert Dussel s'appelait en réalité Fritz Pfeffer. Et pour Ellie, ce n'était pas Ellie Vossen, c'était Bep Vostel. Je vais utiliser les noms donnés dans les livres et non leur vrai nom. Comme ça, c'est plus facile. Mip naît le 15 février 1909, en pleine époque Art Nouveau, oui j'adore cette époque, à Vienne, en Autriche. Son vrai nom est Hermine, attention pour la super prononciation, Sandruschwitz. Elle a 5 ans quand la Première Guerre mondiale éclate. Elle va donc connaître la pauvreté qui en découle. Donc Mip était souvent malade et souffrait de malnutrition. En 1920, à ses 11 ans, ses parents vont décider de l'envoyer aux Pays-Bas dans une famille d'accueil pour pouvoir aller mieux. C'est un programme en fait qui à l'époque a été mis en place pour aider les enfants qui sont en malnutrition à aller mieux. Et c'est cette famille d'accueil qui va la surnommer Mip, car Hermine pour eux c'est plus difficile à prononcer, donc c'est plus simple pour tout le monde, voilà. Au départ, donc, elle ne devait y rester que quelques mois. Mais elle va tellement s'attacher à sa famille d'accueil et son état va s'améliorer que tout le monde décide que c'est mieux pour elle, pour son bien en fait, qu'elle reste dans cette famille d'accueil. À ses 13 ans, ils vont déménager à Amsterdam. Et là, elle va lire, elle va écrire, elle va réfléchir, elle va passer des heures à tout ça. Et donc, un petit peu en fait comme Anne, pour les personnes qui ont lu un petit peu... le bouquin, vous savez. Pendant son adolescence, Mip va garder contact avec ses parents. Ils vont s'écrire régulièrement et elle va de temps en temps aller leur rendre visite en Autriche. En 1933, elle va trouver un petit job dans une usine de textile comme dactylo. Elle ne va rester que quelques mois car après, en fait, son employeur va la renvoyer par manque de moyens. Elle va donc se retrouver au chômage et va peiner à trouver un job. Comme beaucoup. Sa voisine, qui était représentant de commerce, va entendre d'un de ses clients réguliers qu'il cherche une secrétaire pour remplacer une personne qui est malade dans son entreprise.
Madame Blick va du coup en parler à Miep. Miep va donc foncer au 120-126, attention pour la prononciation de ouf, Nieuw-Zuid Voorbrugge pour se présenter à l'employeur. Et l'employeur en question, eh bien c'était Otto Frank. Donc d'après la description de Miep, c'était un homme grand, svelte et moustachu. Il va lui raconter qu'il vient de Francfort en Allemagne, mais que sa femme Edith, sa fille Margot et son autre fille Anne-Lise Marie sont encore en Allemagne, mais elles vont le rejoindre bientôt. Ils vont donc parler en allemand pour faciliter l'échange. Là, il va l'emmener dans la cuisine, il va lui tendre une recette, il va lui montrer les ingrédients et lui dit « Voilà, tu me fais de la confiture. » La meuf, elle avait jamais fait de confiture de sa vie, je crois. Et donc, elle va faire ça pendant 2 semaines. Elle va faire sa petite popote de confiture sans trop comprendre pourquoi, vu que c'est un poste de secrétaire pour lequel elle a été engagée. En fait, la Trévise, donc l'entreprise d'Otto, c'était pas vraiment Otto, donc elle était basée en Allemagne et il voulait en fait introduire de la pectine en Hollande. Et en fait, c'est une entreprise de produits alimentaires pour ménagères. Et donc forcément, qui dit pectine, dit confiture. Voilà, ça fait tilt. Parce qu'après, il va lui dire, bah voilà, maintenant tu connais bien le produit, tu vas pouvoir traiter les demandes et surtout les plaintes, parce qu'il va y en avoir des clientes. Otto et Miep vont beaucoup parler de politique et notamment du coup d'Hitler qui vient de prendre le pouvoir. Otto, ayant des origines juives, se sentait encore plus concerné. C'est la politique antisémite d'Hitler qui l'a forcé à quitter l'Allemagne. Ils pensaient en fait vraiment tous que les juifs seraient en sécurité en Hollande, donc il y en a beaucoup qui vont migrer d'Allemagne jusqu'aux Pays-Bas. Otto va installer Miep dans un bureau. Elle va devenir responsable de la relation avec les ménagères et c'est un peu le SAV actuel, quoi. Elle va aussi faire ce qu'elle était venue faire à la base, donc de la dactylo et de la compta. Les affaires fonctionnant super bien, eh bien Otto va s'installer dans un appartement dans le quartier où vivait Miep, dans une rue qui donnait sur la place Merwerd. Elle se situe dans le sud d'Amsterdam. Sa famille était arrivée et il était super heureux. Madame Hill, que Miep remplace, va se sentir mieux et va revenir. Et là, Miep va se dire « Merde, je vais perdre mon job », mais en fait non. Parce que Otto va décider d'engager Miep quand même en CDI. Il va se dire que vu que ça fonctionne bien, eh bien voilà, il garde les deux. Mais par contre, eh bien, elles ne s'entendent pas. Elles n'ont pas d'atome crochu, le courant ne passe pas entre elles. Vous savez, là, je sais tout, hyper relou. Là, c'était elle. Et en plus, elle faisait partie d'un petit parti nazi hollandais. Donc là, ça passait pas non plus. Alors au niveau de sa vie sociale, eh bien Miep adorait danser. Donc elle dansait toutes les danses de salon, comme le foxtrot, le charleston, etc. Et donc elle va dans un club, à l'époque c'était peut-être pas la même chose que maintenant, pour danser, etc. Et donc en fait, dans le club, elle va voir Jan Gys, qui lui plaît. Et en fait, c'est un ancien collègue à elle, quand elle travaillait dans l'usine de textile. Et donc, en fait, ils vont reprendre contact et il lui plaît énormément. Mais à ce moment-là, ils restent amis. En 1937, la Trévise va déménager au numéro 400 de la rue Single. La société y occupait plusieurs étages et il y avait un atelier au rez-de-chaussée. Un jour, Otto va inviter Miep à venir dîner. Il va lui dire « Prends Yann avec ». Donc voilà, ils vont s'y rendre et ils vont s'apercevoir que waouh, l'appartement est pas mal, les Francs ont de beaux meubles, dont un secrétaire qu'elle va appeler de style français du 19e. Et un dessin d'un chat encadré. Elle adorait ce dessin-là. Ils se mirent à table et Anne et Margot vont entrer dans la pièce. Donc Margot avait 10 ans, était super timide, silencieuse et bien élevée. Ils passèrent donc leur premier dîner ensemble dans la bonne humeur. Miep et Jan vont passer de plus en plus de temps ensemble et évidemment ils vont finir en couple. En 1938, Miep va vouloir faire reconduire son passeport comme elle le fait chaque année, mais là elle va être dirigée en fait vers le consulat allemand.
Son passeport autrichien va être remplacé par un passeport allemand avec une croix gammée dessus. Elle va vraiment être choquée en fait et dégoûtée d'avoir ça juste à côté de sa photo. Quelques jours plus tard, une jeune femme va sonner à sa porte. Elle va l'inviter à la rejoindre dans une association de jeunes. Mais le problème, c'est que c'était des jeunes filles nazies. Ah ben, forcément, Miep, elle va décliner. Hein, elle va lui dire non, non, merci, c'était gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et l'autre va très mal le prendre. Et Miep va lui refermer la porte au nez. Le 10 novembre 1938 a eu lieu un événement terrible qui est la nuit de cristal. Donc, qu'est-ce que c'est la nuit de cristal? Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que sur une nuit, les Allemands vont casser les vitres, ils vont brûler des synagogues. En fait, c'est pour ça, cristal, parce que les vitres ont été cassées un peu partout. Des juifs, évidemment, hein, des établissements juifs, uniquement. Des milliers de juifs vont être blessés, les femmes vont être violées, les enfants vont être violentés également, et certains seront tués. Vraiment, ça va être une nuit horrible. Et ça va être une grosse rafle en fait de juifs. Donc ils vont les rassembler à un endroit pour les déporter. À l'époque, ils ne savaient pas où ces gens étaient partis. Donc quand Miep et Otto vont apprendre ça, ils vont être dévastés. Quelques mois plus tard, Otto va engager Monsieur Van Daan, qui est un juif hollandais. C'est une vieille relation d'affaires. En fait, il va l'engager pour le commerce des épices. Les Francs vont recevoir régulièrement des réfugiés au goûter chez eux. Voilà, il va les recevoir chill. Il y aura parmi eux Herman Van Daan et sa femme. Il y aura également Monsieur Lewin qui est pharmacien et sa femme. Et il y aura aussi Monsieur Albert Dussel qui est un chirurgien dentiste et sa femme Lotte. À la fin de l'été 1939, la reine Wilhelmine, donc c'est la reine des Pays-Bas, va annoncer la neutralité des Pays-Bas. La tension va monter dans tout le pays. Miep et Jan vont décider de se marier. Ils vont donc se fiancer. Miep va alors avoir 30 ans et Jan 34. Le 1er septembre 1939, l'armée d'Hitler va entrer en Pologne. Le 3 septembre, l'Angleterre et la France vont déclarer la guerre à l'Allemagne. La Hollande va donc se retrouver au milieu. En janvier 1940, la Trévise va déménager et cette fois, elle va aller dans la fameuse maison qu'on connaît actuellement, au 263 Prinsengracht. Je sais, je prononce toujours comme une merde, désolée. Otto va engager Ellie Wassen, une jeune femme de 21 ans. Miep et Ellie vont s'entendre à merveille de suite. Rien à voir avec l'autre employé, vraiment là le courant va passer tout de suite. Donc Otto va aussi engager un homme qui s'appelle Jo Koophuis et un apprenti. Koophuis est en fait un ami de la famille Frank. Il va s'occuper des produits alimentaires et de la gestion financière. Les uniformes allemands vont apparaître dans les rues, ainsi que les véhicules militaires et des tentes. Ils vont être accueillis par les nazis hollandais. Ben oui, il y en avait plein apparemment. Otto va trouver une chambre pour Jan et Miep dans un immeuble pas loin de là où il vit, donc à la Merwede. La propriétaire s'appelait Madame Samson et elle était juive. Ils emménagèrent rapidement. Miep entendit à la radio que le roi Léopold III de Belgique avait capitulé. Et à la fin du mois de mai, Arthur Seyns-Inquart devient chancelier et commissaire du Reich aux Pays-Bas. En juin, la croix gammée flottait au-dessus de la tour Eiffel. Les troupes allemandes occupaient quasi toute l'Europe. La radio officielle ne diffusait plus que des musiques allemandes. Pareil au cinéma, c'était que des films allemands. Écouter la BBC, par exemple, était totalement interdit. Mais ça n'empêchait pas Miep et Jan de l'écouter, évidemment. Il ne faut pas oublier que c'était leur seule source d'information réelle, vu que le reste qui passait à la radio, c'était la propagande d'Hitler. Donc, en aucun cas, c'était des faits réels. Et en août, Hitler va attaquer l'Angleterre. Des milliers de Hollandais vont être envoyés dans des usines en Belgique et en Allemagne pour travailler pour les Allemands. En automne, les Juifs qui travaillaient dans les services publics vont être tout simplement virés. Et les non-juifs, ils vont devoir signer une attestation arienne disant que vraiment ils ne sont pas juifs pour pouvoir garder leur job. Un peu plus tard, en hiver, les juifs vont devoir se faire recenser. Et évidemment, pas gratuitement. Donc ils vont devoir payer pour se faire recenser dans un registre. Tout doucement, dans certaines grandes villes, des écriteaux
vont être placés dans les endroits publics, comme les parcs, etc. Et là, on peut lire « Interdit aux Juifs ». En février, 400 Juifs vont être déportés au camp de Mauthausen. Les Allemands vont dire qu'ils sont morts de crise cardiaque ou de maladie, voilà, mais personne ne va y croire en fait. Miep va recevoir une convocation pour aller au consulat d'Allemagne. Et là, en fait, ils vont lui dire c'est vrai que vous n'avez pas accepté de rentrer dans le groupe nazi, machin. Bah oui, elle va dire voilà. Moi, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Le fonctionnaire va dire que, puisque c'est comme ça, son passeport n'est pas valide. Du coup, elle a 3 mois pour partir à Vienne. Voilà, rentre chez toi, genre, vu que tu veux pas aller chez les nazis, tu te casses. C'est vraiment ça que ça veut dire. Elle va être catastrophée, elle va dire, mais comment je vais faire pour me sortir de là? Je ne veux pas partir à Vienne, je veux rester avec mon homme ici à Amsterdam, j'ai mon job et tout. Et du coup, elle se dit la seule solution, c'est de se marier en vitesse avec Yann. Les nazis vont continuer leur répression. Il va y avoir des interdictions de séjour dans les hôtels pour les juifs. Les cafés, les cinémas, les restaurants, bibliothèques, en vrai, tout ce qui est lieu public vont être interdits aux juifs. Ça, ainsi que les dentistes, etc., ne pourront plus exercer sur des non-juifs. En juin, elle va récupérer les papiers nécessaires, parce que c'était compliqué de les récupérer, donc son acte de naissance, etc. Voilà. Mais elle va les récupérer et elle va pouvoir se marier avec Yann. Ils choisissent donc la date du 11 juillet 1941 pour le mariage. Le jour du mariage, Otto va fermer la Trévise et il va venir avec Anne. Pas avec Margot ni Edith, parce qu'en fait Margot était malade et Edith est restée près de Margot. Et Otto va organiser une petite fête à la Trévise le lendemain. Alors revenons aux choses un petit peu moins joyeuses. Les comptes bancaires des juifs vont être gérés par les nazis et ils vont ouvrir des écoles juives pour ne pas que les enfants juifs se mélangent avec les enfants non juifs. Margot et Anne vont donc devoir quitter leur école Montessori où elles s'épanouissaient totalement. Il va falloir quitter cette école pour aller dans une école juive. En automne, le ravitaillement va commencer à être difficile et la Trévise va avoir vraiment des difficultés à trouver des épices pour ses produits et du coup va devoir acheter des ingrédients d'un niveau inférieur à ce qu'ils prennent habituellement. Monsieur Lewin, donc l'ami pharmacien de Otto, va entreposer son petit laboratoire dans une partie du bâtiment de la Trévise. Otto savait qu'en étant juif, eh bien, s'il restait directeur général de l'entreprise, ça poserait problème à ses employés. Il va donc démissionner officiellement. Monsieur Coppeus, qui lui n'est pas juif, va reprendre sa place, donc toujours officiellement, mais officieusement, c'est toujours Otto qui gérera l'entreprise. Yann va devenir administrateur de Pectacon, qui est la partie en fait pectine donc de la société. Elle va changer de nom pour la colonne. En décembre, le moral va remonter un petit peu avec l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Donc pour résumer, les Américains étaient entrés en guerre avec le Japon et l'Italie et l'Allemagne étaient en fait des alliés des Japonais. Donc ils vont déclarer aussi la guerre aux Américains. L'Amérique étant connue pour être très puissante, et bien alors il y avait de l'espoir qu'ils aident les pays envahis. L'espoir fut encore plus grand quand ils apprirent qu'en Russie, eh bien, les Allemands étaient en difficulté. Et ce, notamment à cause du froid et de la boue. En janvier 1942, les Juifs des villages durent s'établir dans les villes. Et ils ont dû fournir à la police la liste des biens qu'ils emportaient avec eux. La fille de Madame Samson, la propriétaire, qui habitait dans les villages, eh bien, dut venir habiter chez sa mère avec son mari et les enfants. Donc ils vivaient tous ensemble. Les Allemands vont rationner les Hollandais et donc il va y avoir des cartes qui vont se créer, en plus des cartes de rationnement. Et la liste détaillée des produits, des aliments que les gens pouvaient échanger était publiée en fait dans le journal tous les jours. Les Allemands vont organiser des camps de travail pour les chômeurs juifs. Ils vont les envoyer vers l'Est, mais personne ne sait où à ce moment-là. Au printemps 1942, un nouvel arrêté va tomber disant que tous les juifs devraient coudre sur leurs vêtements une étoile jaune pour signaler qu'ils sont juifs. Les non-juifs vont être choqués.
Il va y avoir une solidarité qui va s'installer et les non-juifs vont accrocher une fleur jaune sur leurs vêtements en signe de solidarité envers les juifs. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais évidemment, l'étoile qu'ils devaient se procurer, eh bien, elle n'était pas gratuite non plus. Alors, cet acte de solidarité va énerver grandement les Allemands. Et du coup, ils vont menacer tous les gens qui porteraient cette fleur, seraient arrêtés et matraqués. Et un nouvel arrêté va sortir disant que toute personne qui aide les juifs, de quelque manière que ce soit, eh bien, serait arrêté et peut-être même exécuté. Un jour matin, Otto va venir trouver Miep et lui dire « Miep, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un secret. Voilà. Avec ma femme et mes enfants, nous allons bientôt rentrer dans la clandestinité. Nous allons nous cacher. Nous allons disparaître avec Monsieur Van Damme, sa femme et leur fils. » Et là, il va lui dire donc qu'ils vont se cacher à l'arrière de l'immeuble, là où Lewin avait son laboratoire. Il va lui demander si elle a des objections. Vu qu'elle travaille juste à côté, ben voilà, elle sera impactée, donc c'était pour savoir si elle avait des objections. Évidemment que non. Et il va lui demander si ça la dérange de les aider un petit peu en fait. Ça va être plus qu'un petit peu, mais bon. Et du coup, c'était pour s'occuper d'eux, pour la nourriture, etc. C'était principalement ça qui était demandé. Et il va lui dire, mais vous n'êtes pas obligé, vous savez les conséquences que ça peut avoir et tout. Elle va le couper, elle va lui dire, je vous ai dit bien sûr, et je suis sérieuse. Je vais vous aider, je le veux. Pour le moment, il n'y a que Monsieur Coppeus qui est au courant. Ses filles n'en savent rien. Le premier dimanche de juillet, on va sonner à la porte chez Miep. C'est Monsieur Van Damme qui va lui dire, Miep, venez vite. Margot a reçu une lettre pour être envoyée en Allemagne pour travailler pour les Allemands. Et elle doit se présenter immédiatement avec sa valise contenant des vêtements d'hiver. Il va donc lui dire, voilà, ils ont décidé de se cacher plus tôt que prévu. Pourriez-vous prendre les affaires dont ils auraient besoin pour se cacher? Évidemment, elle va accepter. Yann et Miep vont donc aller les aider sur place. Edith va lui tendre une pile d'affaires. Et ils mirent un maximum d'affaires dans l'imperméable, etc. Donc ils vont camoufler au maximum parce que s'ils prennent trop d'affaires, ça va être suspect. Donc il faut vraiment tout camoufler. Le lendemain matin, Miep déposa son vélo devant le porche de chez les Franck. Miep et Margot partirent ensemble. Margot était avec la blinde de vêtements sur elle, un maximum. Mais ça ne se voyait pas trop parce qu'il pleuvait tellement que de toute façon personne ne les a captés. Il n'y avait même pas un policier dehors. Elles ont eu vraiment de la chance à ce niveau-là. Elles vont rentrer donc dans l'entrepôt avec leur vélo et Margot ne tenait même plus sur ses jambes tellement qu'elle était stressée. Miep va aider Margot à traverser les bureaux et à ce qu'elle monte dans la cache. Et ensuite Miep va s'installer à son bureau comme si de rien n'était. Tard dans la matinée, c'est Edith, Otto et Anne qui vont rentrer et Miep va les conduire, donc va les accompagner jusqu'à la cache. Dans l'après-midi, Miep va monter pour la première fois dans la cache et là elle va voir qu'il y a des sacs, des cartons, mais partout. Partout, vraiment, c'est un désordre incroyable. Et elle va se dire, mais comment c'est possible? Je n'ai rien capté du tout depuis des mois. Ils amènent des trucs, je n'ai rien vu. Alors, pour la description de la cachette. Donc, quand on monte le petit escalier et qu'on arrive à la cache, il y a 2 pièces. Les toilettes étaient installées dans une autre pièce à côté avec un cabinet de toilette pour pouvoir se laver. En haut de l'escalier en bois se trouvait une grande pièce avec un fourneau, un évier et des armoires. Toutes les fenêtres de la cache étaient protégées par des rideaux pour ne pas qu'on puisse les voir de l'extérieur. Derrière, un autre escalier menait au grenier et une autre petite pièce près du grenier qui sera la chambre de Peter. Donc Miep va leur amener du pain, du lait et du beurre, vraiment le minimum, le temps qu'ils s'installent. 2 jours plus tard, Miep va se rendre dans l'ancien appartement des Franck pour voir s'il y a du mouvement, pour voir s'ils sont recherchés. Le locataire de Franck va lui dire qu'ils ont disparu, mais il y a une adresse sur un papier, une adresse à Maastricht, donc il suppose en fait qu'ils se sont enfouis à Maastricht. Et les gens étant ce qu'ils sont, évidemment, il va y avoir des rumeurs comme quoi donc un tel voisin les a vus partir dans une voiture, nanana. Évidemment, c'est du n'importe quoi.
Mais voilà, donc du coup ça a marché, les gens pensent qu'ils se sont enfuis à Maastricht. Miep va chercher dans l'appartement après Mortieu, qui était le chat de Anne, mais malheureusement elle ne va pas le trouver. Anne va lui demander si Miep a des nouvelles de son ami Jopi, et Miep va lui dire ben oui, rien de nouveau pour Jopi, tout va bien. Alors par facilité, je vais dire les clandestins quand je vais parler des personnes qui sont dans la cachette. Ce sera plus facile. Donc Miep va raconter aux clandestins tout ce qui se passe dehors avec les rafles, etc. Donc tout le monde va être choqué en fait. Elle va leur rendre visite très régulièrement et Joe Copeus aussi. Ils vont leur ramener des denrées et Monsieur Kraler, lui, va ramener des revues, des magazines, etc. pour les filles. Voilà, faut être super contente, ça va vraiment plaire à Anne et Margot. Et pour Anne, en fait, les revues, ce seront des revues de cinéma avec des acteurs, des actrices, elle adorait ça. Et aussi du théâtre. Elle aime bien le cinéma et le théâtre. D'ailleurs, les images qui sont sur les murs de la chambre d'Anne, eh bien, viennent de ces magazines en question. Fin juillet, une femme va déposer chez Yann et Miep les petits-enfants de Madame Samson. Donc Madame Samson, la propriétaire. Parce qu'en fait, Madame Samson, elle n'est pas là. Elle est absente et du coup, il fallait bien mettre les petits quelque part. Donc Miep et Anne vont s'en occuper, ils vont les mettre au lit, etc. Et quelques heures plus tard, Madame Samson va rentrer et s'occupera de ses petits-enfants. Il fallait trouver un endroit où pouvoir les cacher. Et ils vont trouver une organisation d'étudiants qui ont une liste avec des endroits sûrs pour pouvoir placer les enfants qu'il faut cacher. Par contre, malheureusement, il a fallu séparer les enfants pour pouvoir en mettre un à un endroit et un à un autre. Et il fallait trouver une adresse sûre pour cacher Madame Samson également, vu qu'elle était juive. Une semaine après l'emménagement des Franck dans la cachette, Miep va voir que Monsieur Van Dan, sa femme Petronella, ainsi que leur fils Peter avaient déjà emménagé. Peter avait emmené son chat, Moshi, dont Anne était folle dingue. Évidemment, Anne aimait tellement les chats. Du coup, la répartition des pièces, Otto et Edith avaient leur chambre. Anne restait dans la sienne avec Margot. Monsieur et Madame Van Dan étaient dans la grande pièce au-dessus de la chambre des Franck. Et Peter, lui, était dans la petite pièce sous l'escalier en bois qui menait au grenier. Les Van Dan vont leur expliquer que la ligne 8 du tram était réquisitionnée par les Allemands pour envoyer les Juifs vers la gare centrale. Et de la gare centrale, alors, ils étaient envoyés ailleurs, apparemment à Westerbrock, un camp pas très loin de l'Allemagne. Certains jetèrent des cartes postales à partir du train, quoi. Ils jetaient leurs cartes en espérant que des gens les trouvent et les remettent à leur famille. Alors Miep allait récupérer la liste des courses dans la cachette et là il y a Monsieur Van Dan qui va lui dire écoute, là je connais un type, un boucher, tu lui dis que tu vas de ma part et tu vas voir, tu auras tout ce qu'il te faut. Et effectivement c'était le cas. Le problème c'est que Otto n'avait plus droit à des cartes de rationnement et du coup il fallait trouver des astuces pour pouvoir nourrir quand même 7 personnes plus un chat. C'était pas évident. Yann, ayant des relations dans la résistance, va réussir à trouver quelques cartes et des revues. Yann, Ellie, Copeus et Kraler vont se relayer également pour amener des courses, etc. À nos chers clandestins. Autre but, c'était de distraire un petit peu les clandestins parce que forcément, H24 dans cette cachette, l'ennui était là, quoi. Le 18 juillet, pour leur 1 an d'anniversaire de mariage, Yann et Miep furent invités dans la cachette pour faire une petite fête en leur honneur. Et c'est Anne qui va faire le menu de A à Z, c'est elle qui va le rédiger. Alors, la traduction du menu, c'est « dîner offert par Ut Achterhuis », ce qui veut dire « le dîner est offert par l'annexe ». Oui, parce que l'annexe, c'est comme ça en fait que Anne a appelé la cachette. Et voilà, ce mot-là, il va rester dans le journal d'Anne quasiment tout le long. Ils vont tous passer un excellent moment. Alors pendant cet été, il va faire de plus en plus chaud et franchement, ça commence à être intenable dans l'annexe. Il fait irrespirable, quoi. Les Allemands vont de plus en plus faire appel à la déportation des Juifs. Ils vont appeler ça le transfert de la population.
Et ils vont dire évidemment à la population que les juifs seront bien traités, etc. Alors qu'en fait, la BBC va carrément relater le fait que les juifs, une fois arrivés dans les camps, se font gazer. Donc déjà à ce moment-là, les gens sont au courant. Et les juifs hollandais étaient déportés dans des camps en Allemagne et en Pologne. Alors dans les camps, les juifs pouvaient écrire des cartes postales pour leurs proches, mais tous les courriers étaient contrôlés par les Allemands et du coup il fallait dire que tout se passait bien et alors il fallait mettre des petits mots de code pour que leurs proches puissent comprendre ce qui se passait plus ou moins. N'en pouvant plus de toutes ces horreurs, Miep et Jan vont partir 10 jours en vacances à la campagne. Et lors de leur retour, ils vont s'apercevoir que Madame Samson est partie et elle va en fait envoyer de ses nouvelles par une personne intermédiaire 6 semaines plus tard. Elle va donc demander que le couple lui rende visite. Ils vont donc y aller et se rendre compte qu'en fait elle se porte bien, elle est pas mal là où elle est. Quelques mois plus tard, Miep, lors d'une de ses visites chez le dentiste, donc chez Monsieur Dussel, il va lui demander si elle connaît un endroit où pouvoir le cacher. Sa femme, elle, n'est pas juive, donc elle n'est pas obligée de se cacher, mais lui, il faut absolument qu'il puisse se cacher. Elle va en parler le lendemain à Otto, et il acceptera tout de suite de pouvoir prendre en charge Monsieur Dussel. Du coup, il va y avoir un petit réaménagement de l'annexe. Donc Margot va partir de la chambre d'Anne et s'installer dans la chambre de Otto et de sa femme. Et Monsieur Dussel va s'installer dans la chambre d'Anne. Mais Anne et Monsieur Dussel ne vont pas s'entendre très bien tout de suite. Ça va pas le faire du tout. En fait, Monsieur Dussel était particulier et puis en plus, il n'aimait pas les chats. Et du coup, la cohabitation avec Mouchi va être très compliquée. Et Anne le trouvait rigide et vieux jeu. Et lui, il la trouvait désinvolte, un peu insolente, donc le courant ne passait pas du tout. Le 5 décembre, Miep et Ellie vont préparer la Saint-Nicolas pour Margot, Anne et Peter afin de leur remonter un peu le moral. Petit contexte du moment, eh bien tous pensaient que la fin de la guerre arriverait fin 1943. N'y était pas. Le 2 février, c'est la défaite des Allemands à Stalingrad qui sera annoncée. Quelques jours plus tard, le nouveau propriétaire du 263 Princessgracht va venir avec un architecte pour évaluer s'il faut faire des travaux, etc. Alors là, Miep va stresser de ouf, elle va se dire oh là là, et s'il découvre l'annexe? Et quand ils vont demander à Monsieur Copeus, après la clé qui ouvre la porte qui va vers l'arrière du bâtiment, eh bien Monsieur Copeus va dire oh, je ne sais pas où elle est, voilà, il va faire genre qu'il la trouve pas, et du coup ils disent oh c'est pas grave, on reviendra une autre fois, et donc ils ont toujours eu du stress, ils ont toujours pensé peut-être qu'ils vont revenir et tout, donc voilà. Le stress était bien là. Alors en mars, des nouvelles mesures vont apparaître. Les juifs pouvaient soit se faire stériliser, voilà, pourquoi pas, soit se faire déporter. Ce qui ne laissait pas en fait vraiment beaucoup de choix au final. Et alors ceux qui acceptaient d'être stérilisés avaient un J rouge à la place du noir sur leur carte d'identité et n'étaient plus obligés de porter l'étoile. De temps en temps, Miep et Jan allaient rendre visite à Madame Samson. La dame qui accueillait Madame Samson va demander à Jan et Miep s'ils avaient un endroit pour accueillir Karel quelque temps, donc c'est son fils, pour pouvoir le protéger. Et donc dès le mois de mai, eh bien, Karel va habiter chez Miep et Jan. Dans les semaines qui suivirent, il y a eu de gros bombardements tout près de l'annexe. Et donc tous vont être super paniqués. Un jour, des cambrioleurs vont entrer dans le bâtiment et ils vont prendre des tickets de sucre. C'était une denrée assez coûteuse à l'époque, assez rare. Ils vont prendre de l'argent liquide qui se trouvait dans le bureau et quelques accessoires. Rien de vraiment grande valeur, mais de quoi faire peur aux habitants de l'annexe. À la fin de l'été 1943, les Hollandais de 16 ans jusqu'à 40 ans vont être obligés d'aller travailler en Allemagne, donc pour les Allemands. Jan, qui avait 38 ans, eh bien, commençait à être inquiet. Parce qu'en plus, eh bien, il faisait partie d'un groupe de résistants. Donc là, il va le dire à Miep, parce que Miep n'était pas au courant du tout. Et du coup, bien, Miep va s'inquiéter pour lui. Un dimanche, les Allemands vont fermer les rues dans le quartier de Miep. Elle va entendre des coups de sifflet.
des coups de crosse de fusil sur les portes, des hurlements. Ça va être vraiment horrible. Et dans la soirée, eh bien, quelqu'un va venir frapper à la porte. C'était une voisine qui avait une quarantaine d'années. Elle avait son chat dans les bras et en fait, elle va lui demander si elle peut s'occuper de son chat pendant qu'elle part, puisqu'elle est obligée de faire ses affaires et de partir avec les Allemands. Elle s'est fait rafler, quoi. Alors Miep va accepter et elle va appeler le chat Berry. Non, en fait, il s'appelait Berry. Et il va faire partie de la famille. Ellie et Miep vont donner des petites tâches de bureau pour occuper Margot et Anne. En hiver 1943, il n'y avait plus un seul juif visible dans la rue. Soit ils se cachaient, soit ils étaient déportés. Les seuls qui étaient visibles étaient ceux qui flottaient dans le canal. En février 1944, Miep et Margot vont fêter leur anniversaire. Miep avait 35 ans et Margot 18. Miep reçut des Van Damme une belle bague en onyx noir avec un diamant au milieu. Fin février, il y eut un nouveau cambriolage, mais cette fois les pièces du fond ont été fouillées aussi. Alors évidemment, quand ils vont s'en apercevoir, ils vont avoir peur que les cambrioleurs aient pu entendre les clandestins. Un jour, Karel, donc le jeune homme que Miep et Anne accueillent, va être questionné par les Allemands et il va leur donner tout simplement son adresse, donc chez Miep et Anne. Évidemment, il va ne pas pouvoir rester là, du coup, sinon il va mettre en danger Miep et Anne, donc il va devoir partir. Il put quand même revenir quelques semaines plus tard quand le danger était écarté. Un jour, M. Copoys va sonner à la porte et va leur dire qu'il y a eu un cambriolage dans le bâtiment, encore une fois, mais cette fois assez grave, avec un grand trou dans la porte, etc. Et tout l'avant avait été retourné. Dans l'annexe, les conversations tournaient autour de l'imminent débarquement. Tous avaient énormément d'espoir. Et enfin, le 6 juin, les Alliés débarquèrent en Normandie. La joie envahit la cachette, évidemment. Le 12 juin, c'était l'anniversaire d'Anne, et Miep et Ellie vont lui offrir du papier blanc. Et oui, c'était très difficile à trouver à l'époque, on se rend pas compte, on se dit ouais, du papier... Mais à ce moment-là, en pleine guerre, c'était très difficile d'en avoir, et Anne adorait écrire. Donc c'était un beau cadeau pour elle. Et Peter demanda à Miep de lui acheter un petit bouquet de fleurs pour Anne. Miep était étonnée parce que ça ne ressemblait pas trop à Peter, mais elle alla chercher des fleurs et elle trouva un petit bouquet de pivoine rose. Ce sont mes préférés. Et donc voilà, Anne était super contente, toute timide, toute oh merci, voilà, trop mignon. Mais voilà le 4 août, c'est le jour noir. À 11h, du moins vers 11h, eh bien, il y a un officier qui va rentrer dans le bureau, enfin dans le bâtiment, puis dans le bureau de Miep. C'était un officier hollandais. Et il va la mettre en joue, en fait, il va lui dire t'as pas intérêt à bouger, etc. Puis il va partir. Et là, elle va se dépêcher, en fait, de prendre toutes les cartes, toutes les fausses cartes, etc. de ravitaillement qu'elle avait. Elle va les donner à Yann, elle va dire casse-toi avec. Donc lui, il va partir avec. Monsieur Copoys va envoyer Ellie à la pharmacie et va lui demander d'appeler sa femme pour la prévenir de la situation. Miep, elle, voulut rester, clairement. Et là, un Allemand va rentrer dans la pièce où elle était et il va lui parler. Et quand elle va entendre en fait son accent, elle va se dire je connais cet accent et elle va reconnaître en fait que c'est un accent de Vienne, donc d'Autriche, de là où elle vient. Et donc elle va lui dire qu'elle vient de Vienne. Elle va dire ah je connais votre accent, c'est de Vienne. Elle dit moi je suis originaire de là aussi. Et du coup il va changer d'attitude parce qu'il va dire mais qu'est-ce que je vais faire de vous et tout. Enfin voilà, enfin, une fois qu'il va voir son identité, il va lui demander sa carte d'identité, elle va lui donner. Et une fois qu'il va voir qu'elle vient bien de Vienne et tout, il va être embêté parce qu'il va dire mais qu'est-ce que je vais faire d'elle, etc. Donc en fait ça l'a sauvée. Tout simplement parce que cacher des juifs c'était totalement interdit, c'était la prison voire l'exécution. Et lui eh bien il l'a laissé quoi. Vers 13h, l'officier est parti de la pièce et elle entendit des pas de ses amis dans la pièce du dessus descendre l'escalier. Elle avait compris que c'était fini pour eux. Alors Miep et Yann vont aller voir ce qui se passe donc, devant le bâtiment. Ils vont voir une camionnette de l'armée allemande qui va s'arrêter devant l'immeuble et ensuite elle va voir les officiers suivis de leurs amis qui montent dans la camionnette à l'arrière et l'officier qui monte devant et ils s'en vont.
et c'est la dernière fois qu'elle les verra. Ils vont aller voir les dégâts, donc ils vont monter et effectivement tout était retourné, absolument tout. Miep va entrer dans la chambre des Franck et là elle va voir parmi un tas de papiers etc. par terre le fameux petit journal d'Anne. Ellie va le ramasser et va le donner à Miep et Miep va le garder. Elle va le prendre avec elle, elle va prendre quelques papiers qu'elle voit avec l'écriture d'Anne et Miep va mettre les papiers et le journal dans son bureau en se disant que ce serait en attendant qu'Anne revienne le chercher. Mais elle ne reviendra jamais les chercher. Maintenant que je vous ai donné la version de Miep, voici la version d'Otto Frank. J'étais au grenier avec Peter et nous avons travaillé, c'était anglais ou français, je ne me rappelle plus. Et subitement, on écoutait un bruit et un homme arrivait au grenier avec un revolver et nous a arrêtés, c'était la fin. Alors, il nous a pris dans les chambres de M. Fondan et là, les autres étaient arrêtés, il était là avec les mains, les bras en haut et parce qu'on croyait qu'on avait des armes. Mais aussitôt qu'on savait qu'il n'y avait pas des armes du tout, on a laissé les gens et on a dit préparez vos bagages, il faut partir. Alors tout le monde était calme, personne parlait vraiment. Tout le monde était pas bouleversé, M. Coppers aussi, M. Krahler aussi qui était là. Et alors on a pris les bagages, on avait le temps pour préparer un peu. Et un wagon venait pour nous emporter aux prisons. Vous restez combien de temps en prison? Seulement quelques jours. Il n'y avait pas beaucoup de temps en prison. Et on nous a transportés alors à Westerbork. C'était un camp hollandais. Et nous sommes allés ensemble dans une voiture avec les enfants et ma femme, et nous tous. Et dans ce camp-là, ce n'était pas trop mauvais parce qu'on devait travailler peu. Et le soir, on était ensemble. Et alors, on était très heureux là. Comment est-ce qu'elle était là? Quel était son moral? Elle était gaie, parce qu'elle pouvait se promener, elle retrouvait des jeunes gens, elle pouvait parler de tout le monde, avec tout le monde. Il y avait même une soirée où une jeune Israélienne a chanté des chansons yiddish. Là, ce n'était pas comme dans un camp en Pologne, c'était un camp hollandais tout de même. Mais on ne savait pas ce que va se passer. On croyait peut-être nous resterons là. Malheureusement, c'était le 3 septembre 1944 que le dernier transport à Auschwitz a été organisé. Nous tous sommes pris dans cette voiture de bestiaux où on nous a mis à Auschwitz. On a été en route 2 jours et demi, je crois. Il n'y avait pas beaucoup de place, comme vous pouvez imaginer. On était tranquille, on n'a pas parlé beaucoup. Et en arrivant à Auschwitz, les femmes et les gens étaient séparés. C'était le dernier moment qu'on a vu Margot, Anne et ma femme. Mais alors, les femmes ont allé dans le camp de Birkenau à Auschwitz pour les femmes et nous sommes restés à Auschwitz. Anne et Margot ont été transportées fin de 1944 à Bergen-Belsen, tandis que ma femme est restée à Auschwitz. Et ma femme est déjà décédée en janvier de 1945. Alors Miep va prendre rendez-vous avec l'officier allemand avec qui elle a discuté pour essayer de le soudoyer pour faire libérer ses amis. Alors lui évidemment va lui dire c'est impossible, je ne peux rien faire, j'ai des ordres et on ne peut pas aller contre. Il dit si vous voulez aller voir mon officier supérieur, donc elle monte, elle y va et elle se fait chasser mais d'une puissance et en fait une fois qu'elle est sortie de l'immeuble elle s'est dit purée j'aurais pu y passer en vrai, ils auraient pu me tuer là. Le lendemain, Miep et Yann vont aller annoncer la mauvaise nouvelle à la femme de Monsieur Dussel. Elle va prendre la nouvelle avec beaucoup de courage et dignité. Alors, petit complément d'information, l'officier allemand qui a parlé à Miep, en fait, s'appelle Karl Sieberbauer. Le premier officier qui est rentré, ou en tout cas policier néerlandais qui est rentré dans la pièce et qui l'a mis en joue, s'appelle Willem Grotenstaart. Désolée pour la prononciation encore une fois. Et il y avait également un autre qui s'appelait Gesinus Gringeus, qui lui on l'a su après la guerre en fait, qu'il était présent aussi
sur les lieux, mais on ne sait pas exactement quelle a été sa fonction. Et en plus, on suspecte qu'il y a eu un 4e officier qui était présent, mais on n'a aucune trace. Il va demander à Vadmato de prendre tous les papiers avec l'écriture d'Anne qu'il verra lorsque les déménageurs envoyés par les Allemands viendront pour vider les lieux. Il devrait prétexter une excuse pour aller aider, etc. Et en même temps substituer les documents. Et il le fit. Elle va aussi prendre Moshi, le chat de Peter, et elle veut le garder près d'elle au bureau. Karel, n'étant à nouveau plus en sécurité chez Yann et Miep, va à nouveau quitter les lieux. Le 25 août, la France fut libérée. Le 3 septembre, ce fut Bruxelles. Et le 4 septembre, ce fut Anvers. Le 5 septembre, les Allemands quittèrent tout doucement Amsterdam. 3 semaines plus tard, M. Cophuis va revenir d'un camp de concentration. Miep n'en revenait pas. Et du coup, ça va lui donner de l'espoir pour les autres. La reine et le gouvernement des Pays-Bas vont faire appel à la grève des chemins de fer pour stopper les Allemands. Ça va être comme ça pendant quelques semaines. Et ensuite, en fait, les Allemands vont se venger en réquisitionnant les marchandises qui devaient normalement passer. Et ça va avoir des conséquences parce que les gens n'auront à nouveau plus rien à manger, ils n'auront plus rien pour s'habiller. Et c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs l'hiver de la faim. Les gens mouraient littéralement de faim. Certains s'asseyaient au bord de la route et mouraient comme ça. Les gens n'avaient que la peau sur les os, des vêtements abîmés, usés même. Les enfants n'avaient plus de chaussures, ils se servaient de bouts de bois parfois pour pouvoir marcher, tellement que leurs chaussures étaient foutues. C'était vraiment une catastrophe. Miep et Yann ont eu de l'aide d'un fermier qui leur donnait un petit peu à manger de temps en temps, donc heureusement ça allait encore. Il y avait plus grave qu'eux, mais au bout d'un moment ils n'avaient plus d'aide non plus, et parfois ils mangeaient 2 pommes de terre pour 3, parce qu'il fallait donner au chat aussi, donc ça devenait vraiment très 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 difficile et tout le monde était à bout de force. En avril, les Allemands vont reculer fortement, et le 28 avril, Mussolini et sa compagne vont être arrêtés et exécutés. Le 4 mai, Yann lui annonça que ça y est, les Allemands avaient capitulé. Ils étaient fous de joie. Mais au bout d'un moment, ils se sont dit quand même qu'il fallait se méfier parce que là, les Allemands étaient sûrement très furieux et étaient donc prêts à tout. Il fallait certainement pas les contrarier à ce moment-là. Et à 20h, un voisin vient toquer à la porte et leur dit « Ça y est, c'est fini, la ville est libérée, venez ». Et en fait, tout le monde était dans la rue, tout le monde faisait la fête, la musique, on faisait des feux dans la rue, la fiesta quoi. Les gens relâchaient les pigeons aussi qu'ils avaient enfermés chez eux, vu qu'il était interdit d'avoir des pigeons. Ils en avaient caché chez eux, donc là ils libéraient les pigeons, c'était vraiment le symbole de la liberté en fait. De la nourriture et des livres vont leur être parachutés dans les jours qui suivent. Le 7 mai, des soldats canadiens vont entrer dans la ville avec des tanks. Et le 8 mai, ils vont parader toute la journée, ils vont défiler. La reine Wilhelmine, qui est revenue dans son palais, va accueillir les soldats. Et les prisonniers des camps vont commencer à revenir en camion ou en train. Ils étaient à peine reconnaissables tant ils étaient usés et affamés. Ils étaient vraiment squelettiques. Et évidemment, la plupart voulaient rentrer chez eux. Sauf que bien souvent, ils n'avaient plus de chez eux car les Allemands avaient mis d'autres personnes à leur place. Et eux, ils n'ont plus nulle part où aller. Yann se fit bénévole pour accueillir les rapatriés. Et à chaque personne qu'il voyait, il demandait « Est-ce que vous avez vu les Francs? Est-ce que vous avez vu telle personne ?» Voilà, il demandait des nouvelles, mais à chaque fois, les gens « Non, non, non ». Ils apprirent que Victor Kraler était en vie. Il s'était enfui d'un camp et s'était caché. Otto fut libéré d'Auschwitz et chercha après sa femme et ses filles. Mais il ne trouva personne. Il apprit qu'Edith était décédée peu de temps avant la libération du camp, et il apprit que ses filles étaient transférées au camp de Bergen-Belsen avec Madame Van Daan. Il ignorait par contre ce qui était arrivé à Monsieur Dussel, mais pour Monsieur Van Daan, il l'a vu être conduit vers la chambre à gaz, donc voilà, il savait très bien ce qui était devenu. Avant la libération des camps, les Allemands ont fui et ils ont pris avec des prisonniers. Je sais pas. Et Peter en faisait partie, donc on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, ce qui lui est arrivé.
On suppose évidemment qu'il est mort en route. Comment, on ne sait pas. Un matin, Otto, qui était au bureau, va recevoir une lettre lui indiquant que malheureusement Anne et Margot sont décédées au camp de Bergen-Belsen. Voilà, elles sont mortes toutes les deux du typhus juste un petit peu avant la libération. Margot en février et probablement Anne un peu plus tard au mois de mars. Alors Miep ne voulait pas lire le journal d'Anne au départ parce que c'était trop dur pour elle. Otto va traduire quelques passages en allemand et va être étonné en fait de la maturité de sa fille ainsi que son imagination débordante. Il va renvoyer Van Matto de l'entreprise, mais à l'amiable, il va le pousser en fait à aller chercher après un autre emploi en disant que ce serait mieux pour lui, etc. Parce qu'en fait, personne ne pouvait le piffer dans l'entreprise. Le 15 mars 1946, Ellie va se marier et va quitter la Trévise. Ils vont donc engager d'autres personnes. En janvier 1947, Miep et Jan vont déménager dans un appartement et vont dire à Otto, bah, écoute, ça va peut-être pas être super grand et tout, si tu as envie d'aller ailleurs, il n'y a pas de souci, on comprendra, mais Otto a voulu absolument continuer à vivre avec eux. Alors il y a une connaissance d'Otto qui va vouloir lire le fameux journal, va insister pour le publier. Otto au début n'était pas très chaud de publier le journal d'Anne, et puis en fait il va se dire que c'est ce qu'elle voulait et il va accepter. Et dans la même année, eh bien, Miep alla pour la dernière fois à Prinsesgracht parce qu'en fait elle prend sa retraite. Voilà, elle veut faire autre chose. Elle voulait s'occuper de Jan et de la maison. Et Miep se décida enfin à lire le journal d'Anne et elle le lut avec énormément d'émotion. En 1948, Miep, Jan et Otto vont partir en vacances en Suisse. Et Otto va en profiter pour aller voir sa maman à Bâle. En 1949, Miep tomba enceinte à l'âge de 40 ans. Son fils Paul naquit le 13 juillet 1950. En 1952, Otto va partir de chez Miep pour aller vivre en Suisse près de sa mère à Bâle. Il va revenir à Amsterdam en 1952 pour se remarier avec une dame extraordinaire et va repartir vivre en Suisse. Cette dame avait perdu aussi toute sa famille et c'est un peu ce qui les a rapprochés. Ils vécurent heureux d'ailleurs jusqu'à la mort d'Otto en 1980. Miep apprit qu'une enquête avait été réalisée en 1948 pour déterminer les causes de l'arrestation des clandestins. Selon les rapports de police, quelqu'un les avait dénoncés pour vraiment une misère, on va dire, pour 7,5 florins par juif, c'est-à-dire 50 à 60 euros actuels. Donc un total du coup de 400 à 500 euros. Et actuellement, on n'a toujours aucune idée de l'identité de la balance. 1956, la première représentation d'une pièce de théâtre sur le journal d'Anne Frank va avoir lieu à Amsterdam. Miep, Jan, Ellie et Monsieur Coppeus vont s'y rendre en tant qu'invités. Ensuite, un film va être projeté en 1959 et ils y allèrent également. La reine et sa fille y assistèrent aussi. Miep, Ellie et Monsieur Coppeus furent présentés à la famille royale. Otto n'assista ni à la pièce de théâtre ni au film. En 1963, l'enquête va être relancée. Et le policier interrogé Van Matto, il va aller dire que Miep avait une relation avec un agent haut placé de la Gestapo et également avec Monsieur Coppeus. Et donc les doutes vont se porter naturellement vers le Van Matto, que personne en plus ne pouvait blairer. Et bien le policier va demander à l'officier allemand-autrichien, donc Karl Sieberbauer, s'il se souvient en fait de qui a dénoncé et tout, et l'officier va dire non, je ne m'en souviens pas, voilà, il ne sait pas, il ne sait plus. Voilà. Mais ceci dit, Miep, elle, ne croyait pas que c'était Van Matto parce que lui-même, apparemment, lui aurait dit qu'il avait caché un juif chez lui, donc est-ce vrai ou pas? Parce que peut-être qu'il a dit ça pour se couvrir, je ne sais pas. Mais du coup, pour elle, c'était pas concevable que ce soit lui. En 1972, Miep et Jan sont reconnus comme juste parmi les nations par Yad Vashem, qui est l'institut officiel israélien des victimes de la Shoah. En 1987, eh bien, Miep va publier ses mémoires. Jan va décéder malheureusement en 1993 après 50 ans de mariage avec Miep. En 1994, elle va recevoir l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne et la médaille
Wallenberg de l'université de Michigan. En 1996, un documentaire, Anne Frank Remember, sort et remporte l'Oscar du meilleur documentaire. En 1997, elle est faite chevalier d'ordre d'Orange-Nassau par la reine Béatrix des Pays-Bas. Dans les années 2000, elle va continuer à répondre aux nombreux courriers qu'elle va recevoir. En 2009, elle fête ses 100 ans. Et la même année, eh bien, l'Autriche va lui décerner le prix, la grande décoration d'honneur, pour service rendu à la République d'Autriche. Quelques mois plus tard, elle va faire une sale chute et elle va se blesser fortement au cou. Et en fait, elle va en décéder quelques semaines plus tard. Elle laisse un fils, une belle-fille et 3 petits-enfants, mais surtout, elle laisse au monde un héritage inestimable. Miep ne se considérait pas comme une héroïne. Et pourtant, en sauvant ces gens, en sauvant ce carnet, elle a sauvé une voix, une mémoire et un message d'humanité qui résonne encore aujourd'hui. Voilà, alors c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié cette histoire et que on pourra en discuter peut-être dans les commentaires ou autres. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous laisse ici, à bientôt. Au revoir.